Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'Adventureland. C'est l'épisode 2 de la série que j'ai lancée qui s'appelle les différentes versions de, et j'avais déjà fait une vidéo sur Main Street, et bien là nous allons voir les différentes versions de Adventureland. J'espère que cette vidéo vous plaira, que vous allez apprendre des petites choses. Donc c'est parti pour Adventureland. Le land de l'exotisme, des contrées lointaines, le land de l'aventure, de l'exploration. Nous allons voir les différentes versions de ce land et un petit peu l'histoire, ces attractions de quoi Adventureland se compose. Alors, l'origine du land, c'est quoi? Eh bien, ça a été d'abord imaginé euh, comme un True Life Adventureland. Alors pourquoi? Parce que True Life Adventure était basé sur une série de documentaires animaliers que Walt Disney présentait et qui permettait d'en apprendre plus sur la faune, la flore de certaines contrées, de certains pays, de certains continents, comme l'Afrique ou l'Asie. Donc, à la base, le land devait avoir de véritables animaux d'Afrique euh, et avoir comme ça un aspect vraiment très pédagogique. Alors, les zoologistes ont jugé qu'il n'était pas forcément très bon d'y mettre des animaux à Disneyland, notamment pour leur confort, mais aussi peut-être pour des raisons de sécurité. Donc, cette idée a été abandonnée. Euh, alors, Walt Disney, Walt Disney dit ceci d'Adventureland lors de l'inauguration de celui-ci. Voici l'aventure, voici la romance, voici le mystère. Rivière tropicale coulant silencieusement dans l'inconnu, l'incroyable splendeur des fleurs exotiques, le son étrange de la jungle, avec des yeux qui regardent partout. C'est Adventureland. Donc on a là une inspiration sur à la fois le côté réaliste, exotique des contrées lointaines, mais aussi romancé. C'est exactement ça que représente Adventureland. Alors l'une des premières attractions qui a été envisagée, et ce pourquoi Adventureland existe, c'est Jungle Cruise. Donc Walt Disney voulait une attraction qui synthétisait les pays exotiques. Et l'un des grands imagineurs de l'époque, Harper Goff, qui avait travaillé sous 20 000 lieues sous les mers, le film de 1954, proposa de se baser sur le film L'Odyssée de l'African Queen de 1951. Et du coup, c'est comme ça qu'est né Adventureland et qu'est né Jungle Cruise, en plus de la série de documentaires évidemment animaliers. Et Adventureland était à la base la seule zone qui n'était pas issue des productions Disney. Euh, donc, Jungle Cruise, bah, l'attraction c'est un résumé des grandes rivières exotiques du monde, des grands fleuves du monde. On peut par exemple citer le Nil, on peut citer le Mékong ou encore le Congo. Et chaque fleuve va posséder une ou plusieurs sections qui lui sont associées. On va par exemple trouver un temple birman en ruine, on va trouver des éléphants d'Afrique, on va trouver des paysages plutôt africains, euh, et on va voyager comme ça. La flore est très importante également, puisque les arbres, les fleurs, le paysage est pensé pour finalement être en adéquation avec la zone que l'on traverse finalement. Donc ça c'est un travail qui est très très important. Walt Disney voulait énormément de détails dans cette attraction. C'était l'attraction phare de 1955. Et Adventureland s'est dessiné autour de Jungle Cruise et non le contraire. Euh, et l'Imagineer Upper Goff que je parlais tout à l'heure, il a dû reproduire dans un bac à sable la forme de l'attraction avec ses empreintes de pieds pour aider les ouvriers à reproduire les formes avec des excavateurs et des pelles. Et Goff a utilisé les orangers déracinés de Disneyland, puisque Disneyland a été construit sur une ancienne orangeraie, qu'il a recouvert en fait de bromélias finalement pour simuler les premiers arbres exotiques en attendant que les vraies espèces puissent arriver et pousser. Et ça a permis comme ça aux Imagineers à l'époque de pouvoir construire aussi le parcours de Jungle Cruise et de bien comprendre les différentes sections pour pouvoir les reproduire. Alors, l'attraction a évolué. Déjà, on est arrivé à la base
avec la volonté de vrais animaux, on a dû se résoudre à mettre des audio animatroniques. Alors, l'œuvre de ces audio animatroniques, c'est celle de Mark Davis, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Mark Davis, qui était un grand passionné au niveau des animaux. Il dessinait les animaux, il a dessiné beaucoup d'animaux dans les productions Disney. Et là, il a dessiné et imaginé les scénographies avec les animaux. Donc ça, c'était une grosse évolution. Et puis, elle a aussi évolué dans la façon dont on allait expérimenter l'attraction. Au départ, ça devait être simplement une attraction un petit peu pédagogique où on aurait traversé les différentes contrées avec un côté vraiment très sérieux, très pédagogique. Et puis au fur et à mesure du temps, Disney s'est rendu compte que ça ennuyait un peu les visiteurs. Les visiteurs étaient là aussi pour s'amuser et qu'il fallait avoir un côté exotique mais aussi un côté fun. Et du coup l'attraction n'a pas totalement perdu de sa pédagogie, mais ils ont décidé de mettre des skippers mais plutôt humoristiques. Hein. Les guides font de l'humour plaisante pour pouvoir faire rire le visiteur et que l'expérience soit encore plus marquante. Donc Jungle Cruise est vraiment très importante à Disneyland. Je reviendrai sur les autres versions, même si c'est très similaire. En tous les cas, ça a façonné Adventureland. Parce que Adventureland se base finalement que sur une allée à Disneyland. Et ça qui est très fort, c'est que la thématisation est extrêmement présente. Donc là, on a une thématisation Adventureland qui est plutôt du côté de Disneyland, plutôt sur des contrées lointaines, inhabitées. On est sur des zones qui ne sont pas peuplées. On est vraiment dans le côté sauvage, le côté un petit peu à part, un petit peu éloigné. Donc il y a également à Disneyland une autre attraction très importante qui est Enchanted Tiki Room. Donc c'est à la base un show qui avait été envisagé par Walt Disney, un show restaurant, c'est-à-dire un dîner-spectacle finalement, mais avec la place et la chaleur que dégageaient les machines pour pouvoir animer les oiseaux et tout ce qu'il y avait à animer, plus les cuisines qui auraient été accolées, il a été décidé de ne pas faire de restaurant, mais un spectacle. Un spectacle de 150 personnages dans un décor des plus exotiques là aussi, qui reprend la Polynésie et un petit peu tous les mythes autour des statues Tiki. Alors, à l'ouverture, l'attraction était une propriété de Walt Disney Enterprises et elle nécessitait un prix d'entrée supplémentaire qui était de 75 cents. L'attraction a tellement eu un énorme succès lors de son ouverture qu'il y avait des files d'attente qui allaient jusqu'au bout de Main Street, et même que pour montrer aux visiteurs ce qu'ils attendaient à l'intérieur, il y avait des audio animatroniques à l'extérieur de l'attraction pour faire un peu de teasing en quelque sorte et montrer aux visiteurs ce qu'était finalement Enchanted Tiki Room. Regardez ce que vous allez voir à l'intérieur. C'était une révolution puisque c'est vraiment la première attraction avec audio animatronique. Juste à côté, on trouve une zone qui s'appelle Tropical Hideaway, qui est une zone qui a récemment ouvert ses portes, qui là va rendre hommage à l'exotisme parfait entre Jungle Cruise d'un côté et Enchanted Tiki Room de l'autre. C'est vraiment une zone qui est entre les deux. Donc on va avoir des références à Tiki Room, par exemple Rosita, qui est un personnage animatronique qui est à l'extérieur, qui est évoqué dans l'attraction, mais qui n'est pas présenté. On la voit donc dehors, dans le Tropical Hideaway. On va également trouver par exemple des petits trous qui vont être comme des nids, les nids des oiseaux de Tiki Room, qui pourraient s'envoler par exemple à Disneyland, qui pourraient retrouver leur liberté par exemple. Et puis aussi tout un tas de références au skipper de Jungle Cruise. Donc on est vraiment dans une zone qui est entre les deux. On va trouver bien sûr aussi Indiana Jones Adventure, attraction extrêmement emblématique. Là, on a eu une évocation à l'Asie, avec évidemment un temple plutôt indien. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'unique, de grandiose. À l'époque, c'était une des meilleures attractions, c'est toujours l'une des meilleures attractions créées par Disney, mais à l'époque, c'était une révolution, parce qu'on n'avait jamais vu une attraction aussi immersive, on n'avait jamais vu une attraction avec des véhicules comme ça, ce qu'on appelle des véhicules sur vérin hydraulique, les Enhanced Motion Vehicles, ça s'était jamais vu, avec des effets spéciaux réels, hein, du vrai feu, du vrai vent par exemple. Donc vraiment on avait quelque chose là d'extrêmement immersif. On a toujours quelque chose d'extrêmement immersif, mais c'était pour l'époque absolument révolutionnaire. Et la file d'attente est spectaculaire puisque le show building de l'attraction est construit assez loin,
500 mètres après l'entrée de l'attraction, et donc du coup la file d'attente est très longue. Et on a là plein de références au film avec beaucoup d'éléments qui ont été, qui ont été qui ont servi au tournage des films. Donc Indiana Jones Adventure est probablement l'attraction la plus incroyable qu'on puisse trouver dans un parc Disney, et elle reflète ce qu'est Adventureland aussi d'un certain côté, parce qu'il ne faut pas oublier que l'aventure est un mot quand même important et que Indiana Jones reflète totalement ce côté-là. Alors on trouve aussi la Tarzan Treehouse qui a été inaugurée en 1999, qui raconte l'histoire de Tarzan, mais évidemment c'est un remplacement de l'attraction d'origine, la Swiss Family Treehouse, qui est une attraction des parcs Disney. C'est un arbre géant, artificiel, qui s'appelle le Disneodendron, dans lequel une famille a construit une maison. Pourquoi Parce qu'ils ont fait naufrage. Alors l'attraction, elle s'inspire du film Les Robinson des mers du Sud, qui s'inspire lui-même du roman le Robinson suisse. Attention, ça n'a rien à voir avec Robinson Crusoe, je préfère le préciser. Donc voilà, et du coup, c'est vrai que cette attraction est devenue aussi très emblématique. Alors, comme je disais, Adventureland à Disneyland, c'est une allée, et c'est une thématisation qui est plutôt à part, qui est plutôt dans le côté, je dirais, inhabité. Voilà. C'est aussi un land historique, et une petite anecdote que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un arbre à Disneyland qui était là avant Disneyland, et qui est l'arbre où Monsieur Dominguez, qui est l'un des propriétaires des anciennes orangeries, avait gravé la date de mariage, de son mariage avec sa femme, et il avait demandé à Walt Disney de absolument pas enlever cet arbre une fois que Disneyland serait construit. Il a tenu parole, et cet arbre est juste à côté de Jungle Cruise. Moi je trouve l'anecdote plutôt belle. Voilà. Donc ça c'est voilà, ça fait partie un petit peu de l'histoire. Alors comment Adventureland a évolué ensuite à travers le monde? Eh bien, Magic Kingdom a un Adventureland qui est beaucoup plus étalé, qui lui est beaucoup plus civilisé. On a là un land très exotique, parce que le paysage floridien, et le climat surtout floridien, a pu permettre quelque chose de totalement exotique. On a vraiment là une végétation qui est vraiment très dense, et à la fois on a beaucoup de maisons un peu, je dirais, dans ce qu'on peut trouver par exemple soit en Floride, soit justement aux États-Unis, à Nouvelle-Orléans, des choses comme ça, mais aussi bien sûr des références à l'Afrique, à l'Asie, etc. On continue à se dépayser, hein. Il faut quand même se dire que le but d'Adventureland, c'est de visiter des contrées lointaines, mais on a un côté comme ça aussi dans l'Adventureland de Magic Kingdom. Donc on va retrouver principalement les mêmes attractions qu'à Disneyland. La configuration est toutefois différente. Par exemple, on va avoir, là où il y a Enchanted Tiki Room, on va avoir quelque chose de beaucoup plus élevé. C'est d'ailleurs assez impressionnant, cette hutte là, très très hawaïenne, on va dire. Voilà, donc les paysages sont différents. On a, comme je disais, quelque chose de beaucoup plus civilisé. On va avoir le Jungle Cruise qui va prendre une place encore plus importante qu'à Disneyland, puisque une partie du land va vraiment tourner autour, avec un côté très jungle. Alors l'attraction reste similaire à la version de Disneyland, sauf que là, on va avoir par exemple un temple dans lequel on va pouvoir rentrer, chose qui n'existe pas par exemple dans la version de Disneyland. Mais c'est toujours l'œuvre de Mark Davis, et ça s'inspire toujours de ce que les Imagineers avaient créé pour Disneyland. Euh, le Adventureland de Magic Kingdom reçoit une zone qui va faire penser un peu à une zone orientale en 2001, avec l'arrivée du tapis volant d'Aladin. Et puis on a là Pirates des Caraïbes qui est à Adventureland, qui à la base ne devait pas venir, hein, puisqu'on sait très bien que l'attraction est arrivée parce que les gens voulaient absolument cette attraction. Donc du coup elle est arrivée, et si l'attraction est aujourd'hui la moins aboutie de toutes, c'est tout simplement parce que ils ont dû faire dans la précipitation et avec la place qu'ils avaient dans l'Adventureland. Donc c'est sûr que du coup on a une version qui est moins bonne de Pirates des Caraïbes, mais qui là va du coup s'inspirer plutôt là non seulement des Caraïbes, mais aussi un petit peu des zones hispano-mexicaines.
Euh, donc vraiment, voilà, Adventureland est un mixte un petit peu de plein de cultures différentes, encore une fois, du côté du Magic Kingdom, même si on va mettre l'accent sur le côté très jungle et aussi sur le côté civilisation. On a de la civilisation dans le Adventureland de Magic Kingdom. Alors il y a quand même quelque chose qui se démarque beaucoup au Magic Kingdom. Euh, c'est le fameux restaurant sur Jungle Cruise, la Cantina Skipper. Donc ce restaurant, en fait, c'est le propriétaire, enfin la propriétaire du restaurant est Alberta Falls, qui est la fille de Albert Falls. Et Albert Falls, qui c'est celui qui a conçu un peu Jungle Cruise dans l'histoire. C'est un peu le propriétaire de la Jungle Cruise. Et ce sont des membres de la SEA, la Society of Exploration and Adventurers, que j'avais déjà évoqué. Et donc, c'est vraiment un restaurant très important dans l'histoire du Magic Kingdom et qui est associé évidemment à Jungle Cruise. Évidemment, le menu est inspiré par différentes rivières du monde avec des cuisines asiatiques, sud-américaines et africaines. Alors, du côté de Tokyo, on va reprendre pas mal d'éléments du Magic Kingdom. On va reprendre des éléments du Magic Kingdom. Jungle Cruise est d'ailleurs une copie quasi conforme de la version de Magic Kingdom qu'ils ont rebaptisé Jungle Cruise Wildlife Expeditions en 2014 avec des ajouts d'effets spéciaux, des musiques, etc. Pour quelque chose d'un petit peu plus mystique pardon, et plus dans l'aventure encore. Mais globalement, on va avoir la même chose. La grosse particularité d'Adventureland, c'est que de 1, on a le train qui part direction Westernland, qui va traverser d'abord les jungles pour arriver au Grand Ouest, puisqu'il n'y a pas de train qui fait le tour du parc à Tokyo. Donc l'attraction, elle va se prendre, le train va se prendre au-dessus de Jungle Cruise. On a aussi toute une petite zone là de civilisation autour d'Adventureland Bazaar, qui là va rendre hommage davantage à l'Asie. Et puis bon, Tiki Room est là, le Swiss Family Treehouse est là également. D'ailleurs, c'est une copie de la version de Disneyland Paris. Et puis, on a une zone Nouvelle-Orléans. Alors, New Orleans Square n'existe pas à Tokyo Disneyland, donc ce n'est pas New Orleans Square. C'est juste une partie de New Orleans Square qui a été repris, qui a un côté très exotique d'ailleurs également, pour l'intégrer à Adventureland et pouvoir y mettre Pirates des Caraïbes ici à Tokyo, qui est une version très similaire à la version de Disneyland parce que tout simplement il fallait pouvoir trouver un endroit pour mettre l'attraction et ils ont préféré mettre ce côté Nouvelle-Orléans qui s'insère facilement, je dirais, et sans problème dans une ambiance Adventureland. Alors, on trouve ensuite, alors je l'ai pas dit, mais Tiki Room a évolué en Stitch et aujourd'hui c'est Stitch qui prend les commandes de Tiki Room. Bon, c'est une évolution de l'attraction souhaitée par la Orient Talent Company pour répondre un petit peu à la Stitch mania du Japon. Alors ensuite, on trouve évidemment la version de Disneyland Paris qui a été complètement revue. Là, on sort de tout ce qui a été vu précédemment. On n'a pas de Jungle Cruise déjà pour commencer. Donc l'attraction n'existe pas à Paris pour deux raisons. Une raison climatique, mais la vraie raison, à mon sens, c'est tout simplement que c'est quelque chose dont les Européens avaient l'habitude. C'est une attraction qui a été reprise dans beaucoup de parcs d'attractions en Europe. Donc pas de Jungle Cruise. Par contre, des contrées lointaines, très dépaysants, et un Adventureland avec une thématisation extrêmement poussée. C'est le plus bel Adventureland probablement qu'on puisse trouver dans les parcs de type Royaume Enchanté. Donc pour la première fois, on va évoquer l'Orient dans un parc Disney, puisque on a toute une zone sur les pays du Nord, enfin le pays Afrique du Nord, qui au départ était une évocation à l'exotisme et évidemment au conte des Mille et Une Nuits, hein, puisqu'on voit des fresques des contes Mille et Une Nuits, par exemple, un peu partout. On avait à la base un véritable bazar, ça j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Donc on a là cette évocation qui n'avait jamais été tentée auparavant. Puis on se dirige vers l'Afrique avec d'abord la girafe curieuse, hein, ce fameux marchand qui a fait fortune en ayant eu un accident avec son véhicule à cause d'une girafe.
voilà, et qui a décidé donc de s'ouvrir au tourisme, qui est de plus en plus prospère dans la région. Donc là, on a un côté africain qui se dégage, on a les huttes africaines par exemple, Afrique du Sud, et puis on a l'évocation à l'Asie, avec toute la zone asiatique, avec par exemple Indiana Jones et le Temple du Péril. Puis on revient aux Caraïbes avec Pirates des Caraïbes, qui là est une évocation de Port-au-Prince, avec ce château fort délabré, ces plages de sable fin, et puis on a toute la particularité d'Adventure Isle. Adventure Isle qui remplace le concept de Tom Sawyer Island aux États-Unis qui est à Frontierland, mais comme à Frontierland on a placé notre Big Thunder Mountain, du coup à Adventureland là ils ont décidé de développer tout un concept d'Adventure Isle extrêmement développé qui s'inspire de plusieurs films Disney comme par exemple Peter Pan ou encore La planète au trésor, mais aussi les Robinson suisses, puisque l'arbre est ici mis en avant et connecté avec Adventure Isle. D'ailleurs, la grosse particularité, c'est que les sous-sols d'Adventure Isle rejoignent le ventre de la Terre qui est le garde-manger des habitants de la famille des Robinson, donc de la cabane. Donc, on trouve, comme je disais, Pirates des Caraïbes, qui là est une version qui a été repensée. On a repensé à l'histoire, on a repensé à l'ordre de l'histoire. On a quelque chose qui est plus élaboré, des scènes qui sont faites pour parler aussi un peu à l'imaginaire collectif européen. Le fort même, hein, c'est une évocation directement à ce que sont les pirates pour les Européens. Qui dit pirate, château fort, qui dit château fort délabré, dit pirate. Voilà, on a là le restaurant, le Blue Lagoon, qui est aujourd'hui le Captain Jack Restaurant, qui s'inspire là aussi des Caraïbes, avec différentes thématiques. Les pièces évoquent différentes thématiques, soit le bord de l'eau, soit la plage, soit un bateau échoué. Enfin voilà, il y a plusieurs types de pièces en fonction de la thématisation. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est unique dans notre Adventureland, même si le restaurant existe dans d'autres parcs, par exemple à Tokyo d'ailleurs. Le restaurant pirate existe, mais pas de cette façon. Et puis, Indiana Jones et le Temple du Péril, qui est le premier coaster avec looping des parcs Disney. Alors, c'est aussi une évocation Adventureland à ce qui pour nous semble le plus dépaysant, pour l'Européen en tout cas, mais c'est aussi un hommage aux différentes colonies françaises. On a colonisé un peu l'Afrique, un peu les Caraïbes, un peu l'Asie, le Maghreb également. Donc tout ça c'est vraiment un hommage aussi aux différentes colonisations historiques de la France. Donc ici on a un Adventureland qui est extrêmement élaboré et qui est le plus immersif de tous. À Disneyland Paris, on a vraiment fait quelque chose de grandiose là-dessus. Du côté de Hong Kong Disneyland, là on a un Adventureland qui revient sur un côté très jungle, avec là un exotisme sans précédent, puisqu'on a, comme en Floride, ils ont la chance d'avoir un climat qui favorise des plantes exotiques. Donc on va trouver une seule grosse attraction qui est Jungle River Cruise, qui là est une variante de l'attraction Jungle Cruise. Il ne s'agit plus de visiter les différentes fleuves du monde ou les différentes contrées. Il s'agit plutôt d'une promenade sur une rivière menant dans différents paysages exotiques, avec une fin explosive qui est un mélange un peu entre Jungle Cruise du coup et un peu le Catastrophe Canyon que l'on peut avoir dans le Studio Tram Tour par exemple. Et c'est vrai que les montagnes luxuriantes naturelles d'Hong Kong Disneyland en font véritablement quelque chose d'inédit, d'unique en termes de paysage. On va retrouver aussi une évocation un petit peu à l'Afrique, mais plutôt l'Afrique centrale, avec par exemple une hutte africaine dans laquelle est joué le Roi Lion, un show sur le Roi Lion unique, enfin pas unique parce qu'il existe à Animal Kingdom, mais unique en tout cas pour un Adventureland. C'est le seul à posséder un show sur le Roi Lion, en tout cas.
plus un petit show sur Vaiana qui a été ajouté il n'y a pas très longtemps. Mais vraiment l'élément central c'est ça, et la particularité c'est que l'arbre ici est situé au milieu d'une île qu'il est possible de rejoindre par raft. Donc ces petites embarcations là très disneyennes, et c'est la cabane de Tarzan qui est là mise en avant de manière un petit peu plus élaborée que la version de Disneyland. Et puis on trouve Adventure Isle du côté de Shanghai Disneyland. Là aussi ils ont abandonné l'idée d'Adventureland de base, donc là c'est plutôt finalement comment dirais-je, ouais, un gros terrain de jeu, un gros terrain de jeu où on reprend des éléments d'Adventureland, mais aussi des éléments de notre Adventure Isle, de notre section Adventure Isle, avec Soarin' par exemple, qui est donc la toute première version dans un parc de type Royaume Enchanté, puisque les autres Soarin' sont dans les parcs secondaires, dans les autres resorts. Euh, on a aussi un raft ride, notamment en bouée, qui s'inspire de Grizzly River Run, avec une storyline ficelée autour d'une légende, d'un monstre qui vit dans les cavernes, hein, dans les sous-sols de cette attraction, de ce pays, de ces paysages. Donc d'où le nom Roaring, hein, Roaring Rapids. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'unique à Shanghai, et on a aussi tout un trail à pied que l'on peut faire avec cette idée vraiment d'être un explorateur. On a par exemple cette énorme cascade d'eau qui est probablement l'un des points les plus culminants que l'on peut trouver de tous les parcs Disney confondus. C'est véritablement quelque chose d'énorme, et de là on peut faire des trails comme de vrais aventuriers finalement. Donc on a un côté là qui est plus du voyage, plus de l'aventure au sens propre, hein, avec un grand A, plutôt que des visites de contrées lointaines. On est vraiment, comme je disais, dans un grand terrain de jeu avec vraiment l'aventure qui est au bout des attractions de Shanghai Disneyland dans cette partie du parc. Donc voilà pour les différentes versions d'Adventureland. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des petites choses. Alors j'ai pas forcément tout évoqué, puisqu'il y a des choses que j'ai déjà dites dans d'autres vidéos, des choses que je dirai dans des vidéos qui vont suivre. L'idée c'était vraiment de comprendre les différentes versions d'Adventureland, comment ça a été fait, interprété, plutôt que d'avoir des détails sur tout, parce que sinon ça serait trop long, et en plus ça ne permettrait pas plutôt pour moi de pouvoir l'expliquer dans d'autres vidéos. Autant étaler sur plusieurs vidéos avec plusieurs sujets, plusieurs thèmes, plutôt que de tout mettre dans cette même vidéo. Donc voilà, j'espère que celle-ci vous aura plu, que vous aurez appris des petites choses. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait vraiment super plaisir. Je remercie tous ceux qui l'ont fait, tous ceux qui vont le faire. C'est super. Et puis, quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. A très bientôt. Merci d'avoir regardé. Salut.